Les demi-humains, éparpillés à travers ce monde, ont plongé le village de Lag dans une guerre incessante. Kai, un soldat du village, s'unit à son ami Manso pour faire face à l'un de ces monstres gorilles. Cependant, même la force de leur amitié ne peut le sauver, car en matière de combat, les compétences de Kai sont absolument nulles. À présent, Kai se retrouve acculé. Sans aucun doute, il aurait trouvé sa fin à cet instant précis, mais au tout dernier moment, Al abat le gorille. En tant que gardien désigné du village, béni par le dieu de la terre, il se dresse comme le plus puissant des guerriers. Avec une facilité déconcertante, il le découpe avant même que le gorille ne puisse réagir. On s'attendrait à ce que ce gorille, le plus puissant de tous, pose de réelles difficultés à Allah. Pourtant, en quelques secondes à peine, il le fend en deux. Maintenant que tous les gorilles sont maîtrisés, les soldats commencent à découper leur corps, et l'un d'eux tend à Allah un récipient rempli d'un étrange liquide. Sans la moindre hésitation, Allah s'en empare et boit le liquide. Immédiatement après, son corps se met à luire d'une aura rouge. Ce sont des pierres divines. Leur liquide est réputé pour décupler la force et l'énergie spirituelle d'une personne. Il semblerait donc logique que chaque membre de l'armée en boive au moins une pour devenir plus fort ensemble, mais ce n'est pas le cas. Les règles ne leur permettent d'en consommer que de minuscules gouttes. Chacun reçoit sa goutte, et après avoir pris la sienne, Kai sent déjà son pouvoir spirituel s'accroître. Il se tourne vers Manso, demandant s'il peut en avoir un peu plus. Mais hélas, n'étant qu'un simple fantassin, il n'aura jamais l'autorisation de boire une pierre divine entière. Selon les règles, la quasi-totalité des pierres divines est destinée aux porteurs de gardiens comme Allah. Ainsi, bien qu'il soit déjà incroyablement puissant, il est forcé de s'améliorer encore, tandis que les autres soldats stagnent à des niveaux de puissance pitoyablement faibles. Pourtant, personne ne voit de problème à ce système. Au village, une grande célébration éclate pour commémorer leur triomphe sur les gorilles. Mais même durant le festin, les portions sont strictement réparties par rang. Les puissants guerriers et les enfants du chef s'accaparent toute la viande et le vin, tandis que les humbles fantassins comme Kai se contentent d'une maigre écuelle de soupe qui honnêtement n'est pas si mauvaise. Mais Kai ne peut s'empêcher de désirer ardemment goûter aussi au bon plat. Malheureusement, cela n'arrivera jamais tant qu'il sera un soldat de bas rang. Il fait donc le vœu de s'entraîner sans relâche pour devenir plus fort et gravir les échelons. Dès la fin du banquet, Kai sort et commence à s'entraîner avec toute l'énergie qu'il possède. Mais difficile de se donner à fond quand on n'a presque rien mangé de la journée. Il s'écrie qu'il rêverait d'avoir des boulettes de riz là tout de suite. Quelques instants plus tard, Manso apparaît et demande à Kai ce que sont exactement ces boulettes de riz. Kai admet ne pas savoir d'où l'idée lui est venue. Le mot lui a simplement traversé l'esprit un jour, sans raison. Pourtant, il ne peut se défaire de l'impression que ces boulettes de riz seraient incroyablement délicieuses. Quelque chose préoccupe Kai. Il pointe la colline où le village honore ses guerriers décédés. Cette pente est réservée aux soldats ayant laissé des familles, un lieu constamment visité par leurs proches en deuil. Mais de l'autre côté, une autre colline est en complet désarroi, jonchée de tombes négligées de ceux morts sans personne pour les pleurer. Personne ne s'est jamais soucié de ce lopin de terre oublié. Les orphelins comme lui sont destinés à être enterrés là, sans personne pour visiter leurs tombes, sans aucune trace de leur passage au village. C'est pourquoi Kai veut devenir plus fort, survivre assez longtemps pour vivre une vie qui est un sens. Pour cela, il n'a d'autre choix que de manger ses maigres rations et de s'entraîner plus intensément que quiconque, mais même cela ne suffirait pas à garantir qu'il y parvienne. Il lui faudrait un avantage unique, un pouvoir caché pour lui donner un atout au combat, mais il n'a aucune idée de ce que cela pourrait être. Au même moment, au château, Allah et sa sœur Jose se rendent dans la chambre de leur père. Allah dit à José qu'elle n'a pas à se soucier des briefings de guerre, car elle n'est pas censée combattre comme lui. Pourtant, elle affirme vouloir aussi aider à protéger le village. Mais Olia la repousse, affirmant qu'une fille de la famille du chef n'a pas besoin d'apprendre à se battre, et peu importe ses supplications, il ne l'autorisera pas. Jose fulmine devant cette injustice, écartée du combat simplement parce qu'elle est une fille. L'univers semble la narguer davantage quand elle aperçoit, par la fenêtre, Kai et Mancel riant et s'entraînant. Mancel, plus âgé et bien plus habile, surpasse sans effort Kai, ne lui laissant d'autre choix que de se concentrer désespérément sur la défense durant toute la séance. Manso avertit Kai qu'il ne progressera jamais s'il n'ose pas l'offensive. Kai tente enfin une attaque, mais ce faisant, il se laisse complètement exposer. Manso contre instantanément, projetant Kai au sol où sa tête heurte violemment le plancher. L'impact lui cause une grave commotion. Soudain, des souvenirs fragmentés de sa vie passée au Japon lui reviennent en mémoire. Alors que sa conscience vacille à travers eux, il se souvient d'un mot précis, magie. Cependant, à son réveil, il n'a aucune idée de ce que signifie la magie, ce mot n'existant pas dans ce monde. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Kai fait l'expérience de souvenirs étranges.
Apparemment, dans ce monde, plusieurs personnes ont de telles visions, mais Kai ne juge pas utile d'en parler. Certes, ses souvenirs lui ont apporté des connaissances sur les boulettes de riz et la magie, mais rien de tout cela ne l'aide vraiment ici, surtout que la magie n'était qu'un conte de fées au Japon. Pourtant, s'il parvenait à utiliser la magie, il pourrait faire forte impression lors de la prochaine bataille, ce qui boosterait son statut. Pendant ce temps, au château, le chef vient de recevoir une lettre d'un village voisin. Ils sont attaqués par des orques. Conformément à l'accord d'alliance, les habitants de Banya sont donc obligés de partir et de leur porter assistance sans délai. Le chef n'est pas ravi de renvoyer les soldats au combat si vite, surtout qu'ils ont à peine eu le temps de se reposer de la lutte contre les gorilles. Mais elle lui rappelle que c'est le devoir d'un soldat d'être mobilisé et de mourir pour le village, ils n'ont donc pas à se plaindre. Malgré tout, le chef lui rappelle que les soldats font aussi partie du village, et qu'il ne doit pas les traiter comme de simples pions jetables. De retour à la caserne, Kai a du mal à dormir, l'idée de la magie ne lui sortant pas de la tête. Manso sent qu'il est préoccupé et lui demande ce qui ne va pas. Kai répond que ce n'est rien, juste un rêve où il crée du feu de nulle part. Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'attendait à ce que Manso trouve ça stupide. Mais à sa surprise, Manso admet avoir déjà entendu une histoire similaire. Il a un jour entendu une histoire sur un étrange voyageur arrivé au village. L'homme voulait allumer un feu, mais n'avait pas de petit bois. Dans des circonstances normales, cela aurait été impossible sans les outils adéquats. Pourtant, l'homme a simplement levé le doigt et produit une flamme de nulle part. Kai est surpris d'apprendre qu'il existe une trace d'utilisation de magie, mais Manso lui rappelle que ce n'est qu'une vieille histoire. Il n'y a donc aucune garantie que ce soit vrai. Malgré tout, cette histoire a motivé Kai à tenter d'apprendre la magie. Le lendemain, il part trouver un endroit isolé pour commencer son entraînement. Il n'est pas entièrement sûr du fonctionnement de la magie, mais d'après ses souvenirs, elle semble requérir une sorte d'énergie énigmatique. Le plus proche, pour Kai, serait l'énergie spirituelle. Il décide donc d'essayer. Étendant son doigt, il ordonne à son énergie spirituelle de se manifester en feu. Mais ce n'est pas si simple. Il réalise qu'il doit d'abord la concentrer. Alors il tente de la canaliser à travers sa pierre divine. Mais peu importe sa concentration, rien ne change. Pendant ce temps, des orques ont été aperçus près du village voisin, ayant déjà tué une douzaine de soldats. Le reste des soldats se rassemblent alors pour riposter. Les soldats attendent hors de la forêt pour voir si les orques sont toujours là. Dès qu'ils les aperçoivent, ils chargent. Les orques lancent aussi leur attaque, mais Manso parvient vite à empoignarder un en plein cœur. Voulant sa propre victime, Kai se précipite, mais un orque lui lance un cadavre, le projetant contre un arbre et le clouant au sol. L'orque s'approche alors, prêt à l'achever. Mais avant qu'il ne puisse agir, une volée de flèches l'atteint, et Manso l'achève. Manso crie à Kai de s'être précipité seul, lui ordonnant de regagner la formation. Mais Kai s'est blessé à la jambe et ne peut plus marcher seul. Au même moment, Hul décime les orques. Réalisant qu'il est bien trop puissant, ils commencent tous à battre en retraite. Mais Hul n'a aucune intention de les laisser s'échapper, il abandonne donc les autres soldats et part à la poursuite des orques en fuite. Cela les laisse seuls face aux orques restants. Et vu la difficulté à les combattre seuls, les soldats sont perdus. Le chef d'escouade ordonne à tous de courir et de se disperser pour que la plupart puissent survivre. Mais avec la jambe blessée de Kai, lui et Manso n'ont aucune chance d'échapper à l'orque. Kai refuse de ralentir ses amis à cause de lui. Il arrête Manso et l'exhorte à continuer seul. Manso ne veut pas abandonner Kai, mais au fond il comprend qu'il n'y a pas d'autre choix. Avec regret, il s'excuse et jure qu'il ira se recueillir sur la tombe de Kai. Alors Manso s'enfuit dans une direction tandis que Kai rampe dans l'autre. Il sait qu'il ne peut pas gagner mais refuse d'abandonner sa vie. En entendant l'orque se rapprocher, il tente de lancer un sort de magie de feu pour se protéger. Mais ça ne marche toujours pas. Quelques instants plus tard, l'orque lance sa lame sur Kai, le frappant à l'épaule et le blessant gravement. Le bon côté, c'est que ce frôlement avec la mort fait jaillir des étincelles du bout des doigts de Kai. Alors être qu'il peut vraiment utiliser la magie. Le problème, c'est qu'il risque de ne pas survivre assez longtemps pour le savoir, car l'orque surgit des buissons et commence à l'étrangler. À cet instant, Kai aperçoit les étincelles de son doigt et comprend instantanément ce que cela signifie.
Il lève sa main vers le visage de l'orque et, usant de toute sa force et de sa volonté restante, il invoque des flammes qui brûlent la créature vivante. L'orque pousse un cri d'agonie et Kai parvient à se libérer de son étreinte. En conséquence, l'orque finit par s'effondrer des dégâts subis et Kai est fier d'avoir enfin réussi à abattre un monstre seul. Mais il y a un petit problème. Sa main brûle toujours. Il tente frénétiquement d'éteindre les flammes. Mais après quelques instants, il commence à perdre connaissance, le feu drainant toute son énergie spirituelle. S'il ne trouve pas vite un moyen de l'arrêter, il mourra d'épuisement spirituel. Il doit donc agir rapidement. Il lui suffit d'imaginer son énergie spirituelle comme un barrage qu'il a ouvert en lançant la magie de feu. Pour éteindre les flammes, il lui suffit de rester calme et de fermer le barrage. Rester serein devient presque impossible quand Kai voit l'orque, gravement blessé, mais toujours en vie. Il commence à s'approcher. Avec un grand effort, il coupe enfin le flux de son énergie spirituelle, mais il est trop tard. La créature l'atteint. L'orque le saisit et s'éloigne. Pourtant, l'orque ne l'a pas achevé. Kai réalise que les flammes ont dû aveugler la créature qui ignore qu'il est encore en vie. Bien que Kai n'ait aucune envie de mourir, il sait que son corps ne tiendra plus longtemps. Au moins, il est déterminé à entraîner l'orque avec lui. Alors que la bête trébuche près du bord d'une falaise, Kai tranche profondément dans sa poitrine et tous deux tombent dans une rivière. D'une manière ou d'une autre, Kai survit à la chute et utilise son couteau pour se hisser hors de l'eau. Son énergie spirituelle est encore dangereusement basse, mais réalisant qu'il doit agir vite pour rester en vie, il remarque le cadavre de l'orque gisant à proximité. Cette fois, clairement sans vie. Sans perdre un instant, il prend son couteau, tranche le corps de l'orque et en récupère sa pierre divine. Sachant que le liquide de la pierre divine peut restaurer son énergie spirituelle, Kai l'ingère sans délai, entièrement. Complètement. Alors que l'énergie spirituelle commence à circuler en lui, Kai sent déjà qu'il récupère. Il s'allonge près d'un arbre pour se reposer. Ayant enfin un moment pour réfléchir, il réalise... Désormais, l'énergie spirituelle ne sera plus un problème. Cependant, la profonde blessure à son épaule saigne abondamment, et il est presque sûr qu'il va mourir ici de toute façon. Sur une note positive, au moins il pourra s'éteindre en regardant un si beau coucher de soleil. De retour au village, tous les soldats sont revenus de la bataille et se préparant à célébrer leur triomphe sur les orques. Cependant, Manso ne ressent pas la même joie. Un de ses compagnons le voit abattu et s'approche, lui disant de se réjouir. Puis il réalise. Kai n'est pas là, ce qui est étrange car Manso et Kai ne sont presque jamais séparés. Après une brève pause, il réalise Kai a dû tomber au combat. Mais au lieu d'offrir sa sympathie, le soldat dit froidement à Manso de passer à autre chose, affirmant que Kai n'était de toute façon qu'un poids mort. Kai reste inconscient sous l'arbre toute la nuit. Au matin, il se réveille choqué de se trouver toujours en vie, non seulement vivant, mais se sentant plus fort que jamais. Sa jambe brisée a guéri et la blessure à son épaule s'est complètement refermée. Soulagé, il reste pourtant confus. Après tout, boire une pierre divine n'aurait pas dû suffire à guérir de si graves blessures en une seule nuit. Kai pense que cela pourrait être lié au mur derrière lui. Il se retourne et voit une pierre couverte d'étranges inscriptions. Il tente de les lire, mais trop de lianes bloquent la vue. Alors il décide d'utiliser sa magie de feu pour les brûler. Le problème, c'est que sa magie est bien plus puissante qu'avant, et l'explosion soudaine projette Kai à travers la vallée. En se relevant, il aperçoit son reflet dans l'eau, stupéfait de voir une crête divine gravée sur son visage. Il la reconnaît instantanément comme la marque d'un porteur de gardien. Mais en quelques instants, les marques disparaissent, le poussant à croire qu'il a imaginé. Il retourne à la pierre, espérant enfin voir clairement les inscriptions, mais l'écriture est dans une langue indéchiffrable. Il décide alors d'abandonner et de retourner au village. Il aperçoit une paroi rocheuse qui semble escaladable. Il commence à s'agripper au rocher pour s'échapper, mais soudain, sa crête divine réapparaît, et il brise involontairement la roche à laquelle il s'accrochait. Il dégringole dans la vallée, pensant d'abord la roche fragile. Pourtant, en saisissant une autre, il la pulvérise sans effort. Il comprend que le dieu lui a donné un énorme coup de pouce de puissance et Kai ne pourrait être plus heureux. Mais alors qu'il célèbre, une voix l'interpelle, lui disant de partir. Il n'est pas question qu'il reste pour voir qui ou quoi c'était. Il commence aussitôt à escalader la falaise à toute vitesse. Quand il atteint le sommet, il est stupéfait de la facilité avec laquelle il a grimpé. Il est encore plus ravi de sa nouvelle force qu'un instant auparavant. Pourtant, il se demande si c'est vraiment le pouvoir de la protection divine.
La crête divine, la marque du porteur de gardien, est réputée être un don des dieux de la Terre. Pourtant, Kai n'a aucun souvenir d'avoir reçu un tel pouvoir. Est-ce arrivé pendant qu'il était inconscient, mais tant qu'il n'aura pas toute l'histoire, il est préférable de le cacher aux autres villageois pour l'instant. Au village, Manso vient de finir de préparer une tombe pour Kai. Mais à cet instant, Kai apparaît comme si de rien n'était. Manso est fou de joie de le revoir. Et la vie reprend son cours normal. Kai reprenant ses tâches habituelles. Cette fois, cependant, il excelle remarquablement dans son travail. Il ne devait labourer qu'une petite partie du champ, mais en un rien de temps, il avait labouré toute la zone sans même transpirer. Un instant, Kai panique, craignant que sa crête divine ne soit visible. Mais après avoir vérifié son reflet dans l'eau, il confirme que son secret est sauf. La crête ne se manifeste probablement que lors d'un effort maximal, donc tant qu'il évite de trop forcer, tout ira bien. Les autres remarquent qu'il semble bien plus fort qu'avant et demandent si quelque chose est arrivé. Kai peine à trouver une excuse, alors il avoue simplement avoir consommé la pierre divine de l'orque vaincu. En entendant cela, le groupe est stupéfait. Des soldats ordinaires comme eux ont rarement la chance de boire une pierre divine entière. Mais comme Kai était gravement blessé et proche de la mort, il n'avait vraiment pas d'autre choix. En fait, durant son retour au village, il a consommé les pierres divines de près de 10 orques rencontrés sur le champ de bataille. Cette explication a parfaitement du sens. Les autres comprennent enfin pourquoi Kai est devenu si puissant. Manso le félicite même, le congratulant d'être revenu vivant. Pendant ce temps, Elsa, une villageoise, observe Kai longuement, ce qui pousse ses amis à la taquiner à ce sujet. Au même moment, au village, la princesse Jose se rend à l'entrepôt pour parler aux responsables. Il l'informe que toutes les offrandes funéraires sont prêtes, elle peut donc commencer le nettoyage des tombes quand elle le désire. Tôt le lendemain matin, Kai s'entraîne déjà avec sa magie de feu, sans aucun doute plus puissante qu'avant. Mais alors qu'il est en pleine pratique, José s'approche et exige une explication, affirmant qu'il a l'air terriblement suspect. Kai n'a d'autre choix que d'obéir à l'ordre direct de la princesse, il lui explique donc tout sur sa capacité de feu. Étonnamment, José ne semble pas trop choqué, étant déjà familière avec des pouvoirs similaires. Généralement, ceux dotés de capacités proviennent de familles d'élite ou sont des moines entraînés, ce qui rend Kai plutôt inhabituel, surtout qu'il ne montre aucun signe d'épuisement. Malgré une probable grande dépense d'énergie spirituelle, Jose se souvient d'une rumeur. Kai a gagné une force immense après avoir consommé plusieurs pierres divines, suggérant qu'il possède une plus grande réserve d'énergie spirituelle que la plupart. Jose demande à Kai de s'entraîner avec elle et il ne peut refuser. Peu après, ils s'affrontent avec des lances d'entraînement, bien que Kai soit bien plus fort qu'avant. Jose, en tant que porteuse de gardien, n'est pas quelqu'un qu'il peut facilement maîtriser sans effort. Cependant, il ne veut pas exposer involontairement sa crête divine s'il pousse trop fort, il doit donc être prudent. Après le duel, Kai se dirige vers le puits pour chercher de l'eau, sincèrement surpris d'avoir terminé l'entraînement si facilement, surtout qu'il s'était retenu pour ne pas exposer sa crête divine. Cela implique que sa véritable puissance est si écrasante que même une porteuse de gardien comme José n'aurait aucune chance s'il libérait toute sa force. Juste à ce moment-là, José lui demande de lui apporter de l'eau également, alors Kai se hâte de revenir vers elle. Pendant qu'elle se lave le visage, il en profite pour lui demander si tous les porteurs de gardiens possèdent le même niveau de force. Jose lui explique qu'elle fait en réalité partie des plus faibles. Puisque son père et son frère sont bien plus forts qu'elle, la force d'un porteur de gardien dépend de la bénédiction qu'il reçoit de son dieu terrestre, mais ils doivent aussi s'entraîner seuls s'ils veulent devenir plus puissants. En matière d'entraînement, José est très en retard. Strictement parlant, elle n'est pas obligée de s'entraîner puisque les femmes de ce village ne sont pas censées combattre. Mais en tant que porteuse de gardien, elle a la responsabilité de défendre le village au combat. Elle doit donc devenir plus forte. Le rôle d'une porteuse de gardien ne se limite pas à la victoire au combat, ça va bien au-delà. Kai est perplexe, mais alors qu'il allait demander des précisions, la cloche du matin sonne le réveil. Puisque Jose n'est pas censée être ici, elle doit vite retourner au château avant d'être vue. Alors qu'elle s'apprête à partir, Kai l'arrête avec une dernière question. Que voulait-elle dire en disant que les porteurs de gardiens ont un but au-delà de la victoire? Elle a développé une affection pour Kai et souhaite lui clarifier les choses, mais les règles l'interdisent. Au lieu de cela, elle l'invite à la rejoindre pour sa tâche mensuelle de nettoyage de tombes. Son dieu terrestre est vénéré à Eda, elle fera en sorte que Kai l'accompagne, et une fois sur place, elle pourra tout lui révéler. Il accepte, et quelques jours plus tard, José part pour le village avec Kai et une poignée de soldats.
Ils ont été chargés de protéger Jose en cas de problème, car la zone est en territoire simien. Cependant, les soldats trouvent étrange d'avoir été choisis pour l'escorter, surtout quand c'est d'habitude une autre escouade qui s'occupe de ce genre de mission. Un soldat de l'escouade de Kai dit avoir entendu qu'elle avait demandé à Kai de la rejoindre, c'est pourquoi toute leur unité a été affectée à cette mission. Il se tourne vers Kai et lui demande si c'est vrai. Kai commence à répondre. Mais avant qu'il ne puisse finir, Manso le coupe, disant aux autres de reculer car il n'y a absolument aucune chance que la princesse le reconnaisse. Les autres ont du mal à accepter que Kai soit ami avec la princesse. Pourtant, ils restent envieux de lui. Finalement, ils atteignent le village, et à la surprise de Kai, ce n'est qu'un amas de ruines. Il y a des années, des monstres ont envahi le village, forçant les villageois à l'abandonner. Pourtant, la pierre tombale est toujours là, et en tant que fidèles du dieu terrestre, ils sont tenus de s'en occuper. Même si le dieu de ce village est devenu si faible que plus rien ne pousse dans la terre. À ce moment-là, José s'approche et dit qu'elle veut explorer un peu le village. Elle aura donc besoin de quelqu'un pour l'escorter. L'homme se porte volontaire pour escorter José, mais elle préfère que Kai l'accompagne. Alors Kai et José traversent le village et quand ils arrivent à un petit jardin de fleurs, José s'agenouille et commence à prier. Kai est curieux et veut demander ce qu'elle fait, mais elle insiste pour un silence total et lui dit de ne pas parler. Une aura rouge émane soudainement du corps de Jose vers les fleurs, et quand elle a fini, elle explique qu'elle priait pour que la grâce du dieu terrestre se rassemble ici. C'est un travail que seuls les porteurs de gardiens liés à un dieu terrestre peuvent faire. Mais comme ce village a été abandonné, l'esprit de son dieu terrestre est très faible, ce qui explique pourquoi elle n'est pas aussi forte que son frère ou son père. Alors que Lag prospère avec des récoltes abondantes grâce à la force de son père, Jose peine à maintenir ce petit jardin. C'est pourquoi le père de José n'a jamais relâché ses efforts, sachant que s'il s'affaiblissait, ce serait la fin de Lag. Bien que les dieux terrestres accordent du pouvoir aux porteurs de gardiens, ce pouvoir dépend de la force de l'individu, c'est pourquoi tous les porteurs de gardiens doivent s'entraîner et boire une tonne de pierres divines. Kai et Jose rejoignent le groupe et il est temps de nettoyer la pierre tombale. Ils s'aventurent dans les ruines, quelques soldats restant en arrière pour surveiller. Pendant qu'il nettoie, Kai l'examine et la reconnaît comme identique à la pierre qu'il a vue dans la vallée. Et quand il touche l'inscription sur celle-ci, tous les mots sont automatiquement traduits dans sa tête. L'inscription mentionne le nom du dieu terrestre auquel appartient cette pierre tombale. Alors Kai passe de l'autre côté pour lire. Mais pour une raison, il ne peut pas lire cette partie du texte. Il reconnaît des mots comme pacte et temple, mais il ne forme pas une phrase, il ne peut donc pas comprendre le sens. Jose voit Kai marmonner et lui demande si quelque chose ne va pas. Kai est sur le point de répondre, mais il est distrait par la poitrine de Jose et détourne rapidement le regard, choisissant de rester silencieux. À ce moment-là, des soldats font irruption et alertent tout le monde qu'un groupe de singes approche. Tout se précipite dehors et commence à dissimuler la tombe. Cependant, avant qu'ils ne puissent s'échapper, les singes arrivent. Le capitaine ordonne à Kai et Manso d'emmener José en sécurité au village, les autres restant pour les retenir. Alors que Kai et les autres tentent de s'échapper, deux singes bloquent leur chemin, poussant Manso à s'avancer pour les affronter. Cependant, un singe piétine le jardin de fleurs que Jose a inlassablement entretenu. Enragé, José se précipite, jurant de tuer la bête pour sa destruction. Au début, le singe hésite quand il voit les marques, mais comme elle n'a presque aucune expérience de combat, ses mains tremblent de peur. Le singe comprend vite qu'elle est une novice et fonce pour la tuer, mais Kai bondit et lui inflige une profonde coupure à la poitrine. Kai remarque le deuxième singe chargeant le groupe de Manso, il ramasse la hache au sol et la balance, tranchant le singe à l'épaule. Il saute ensuite et enfonce la lame directement dans sa tête. Tout le monde est surpris que Kai ait vaincu les singes si facilement, mais José est particulièrement secouée car elle a aperçu les marques de porteurs de gardiens sur le visage de Kai. De retour au village de Lag, José se fait réprimander par Olia, furieux d'apprendre qu'elle a failli mourir au combat. Il crie que c'est précisément pourquoi il désapprouve qu'elle combatte aux côtés des soldats. Cependant, le chef du village intervient pour le calmer. Ce qui importe le plus, c'est que José soit indemne, mais pour l'instant, il devrait se concentrer sur le renforcement des patrouilles dans la zone. Surtout avec l'arrivée imminente de l'inspecteur, Ola accepte et part informer les soldats du nouveau calendrier de patrouille. Une fois parti, José se tourne vers son père et s'excuse pour tous les ennuis causés.
Mais Moloch n'est pas fâché. Il a déjà été informé de tout, y compris comment Kai a abattu 2 singes seul. Alors maintenant, il est juste impatient de voir ce que Kai fera ensuite. Pendant ce temps, Kai s'occupe de quelques corvées quand des amis l'interpellent. Ils le taquinent car, depuis l'expédition Aïda, les gens appellent Kai un héros pour avoir sauvé José. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles Kai et José se sont beaucoup rapprochés là-bas. Certaines filles remarquent la scène et pensent que les garçons plaisantent comme d'habitude, mais Elsa ne peut détacher son regard de Kai. Les autres le remarquent et devinent qu'elle a des sentiments pour lui. Ils la taquinent, disant que si elle n'agit pas vite, quelqu'un d'autre pourrait s'emparer de Kai. Quelques minutes plus tard, José s'approche de Kai et lui demande s'ils peuvent parler seuls. Même s'il n'a aucune idée de ce qu'elle veut, Kai accepte, et tous deux se dirigent vers une ruelle voisine pour discuter. Pour commencer, José remercie Kai d'avoir sauvé sa vie durant l'incident, mais elle évoque aussi autre chose. Elle aurait juré avoir vu une crête divine sur le visage de Kai quand il combattait ses singes. Maintenant, après l'avoir observé de près, elle est sûre que c'était son imagination. Après tout, quelles sont les chances que Kai soit devenu porteur de gardien de nulle part? Sa défaite au combat lui a fait réaliser sa vraie faiblesse. C'est pourquoi elle a décidé de s'entraîner à fond pour devenir plus forte, et elle s'attend à ce que Kai la rejoigne tous les matins. Kai n'est pas enchanté d'être entraîné dans sa routine, mais il ne peut la refuser. Alors il accepte à contre-cœur de s'entraîner avec elle chaque matin. Pendant ce temps, les amis de Kai l'espionnent secrètement derrière un arbre. Ils n'ont aucune idée de ce que lui et José discutent, mais ils sont tous incroyablement jaloux que Kai passe du temps avec elle. Plus tard, Kai suit sa routine habituelle et commence à fendre du bois quand Elsa s'approche inopinément, portant un bol d'eau. Kai lève les yeux et demande si elle l'a apporté pour lui. Elsa hoche la tête, expliquant qu'il aurait besoin de boire après avoir travaillé dur sous le soleil. Kai la remercie de son attention. À ce moment, une amie d'Elsa s'approche et la presse de se dépêcher, car elles ont encore des tâches à faire. Kai suppose qu'elle était juste gentille, mais Manso voit les intentions d'Elsa et dit à Kai qu'il est chanceux. À ce moment, Kai entend un chant d'oiseau inhabituel au loin, qui lui rappelle celui de la vallée, sans comprendre pourquoi il est là. Cette même nuit, Kai tente de s'endormir, mais le cri persistant de l'oiseau continue de lui parvenir aux oreilles. Finalement, il abandonne, sort du lit et décide de le retrouver. Un mur massif entoure le village, mais avec la force actuelle de Kai, il le franchit sans effort d'un seul bond. Il sprinte ensuite jusqu'à la vallée où tout a commencé. Arrivé à l'arbre, il remarque la pierre. Comprenant que c'est la tombe d'un dieu, il tente de la lire, mais n'y parvient toujours pas. Malgré tout, il exprime sa gratitude au dieu de l'avoir sauvé, et passe le reste de la nuit à nettoyer la pierre avec soin. Avant de partir, il dépose une petite offrande devant elle. Mais sur le chemin du retour, il commence à avoir un peu faim, alors il boit à la rivière et cueille des fruits d'un arbre voisin. Il est surpris par la quantité de nourriture que la forêt fournit, ce qui lui donne envie de vivre ici. Et puis, il a eu une idée. Il pourrait simplement se construire une maison juste à cet endroit. Cependant, construire une maison signifie qu'il lui faut du bois. Il escalade une falaise voisine jusqu'à repérer un grand arbre robuste, parfait à abattre. Mais devant lui, il réalise qu'il n'a aucune idée de comment le couper. Il a sa dague, mais elle est trop petite pour un arbre aussi épais. Réfléchissant vite, Kai décide d'utiliser sa magie de feu, augmentant son intensité jusqu'à former une lame flamboyante autour de sa main. Malheureusement, l'arbre étant en bois, son coup de feu enflamme accidentellement la forêt. Heureusement, il parvient à éteindre les flammes avant qu'elles ne se propagent trop loin. Mais il doit encore trouver comment abattre cet arbre. S'il peut invoquer le feu d'Orien, il devrait pouvoir couper du bois. Soudain, un souvenir de sa vie passée lui revient, et Kai se rappelle tout des structures moléculaires. Il réalise que pour abattre l'arbre, il doit juste perturber les liens entre ces molécules. Pressant sa paume contre l'arbre, il se concentre, canalisant son énergie spirituelle d'une nouvelle façon, la transformant en une force capable de trancher le tronc de l'arbre. Pourtant, avant de perfectionner la technique, il entend un son proche. Venant de la vallée, curieux, il décide d'enquêter. En regardant l'arbre, on voit que Kai a réussi à couper une partie de ses molécules. Arrivé dans la vallée, Kai aperçoit ce qui semble être un groupe d'enfants, avec du matériel d'escalade, se préparant à descendre.
incertain de leur motif mais sachant qu'il doit garder la vallée. Kai passe à l'action, prêt à remettre quelques-uns à leur place. À sa grande surprise, en y regardant mieux, il réalise que ce ne sont pas des enfants du tout. Ce sont des gens de petite taille. Leur chef s'avance et se présente comme Porek, chef du peuple Kora. Kai ne connaît pas les Kora et trouve étrange que leur chef parle si couramment la langue humaine. Il explique que son peuple et lui échangent souvent des marchandises avec des marchands humains et que les humains les apprécient beaucoup. Porek s'excuse d'être arrivé sans demander la permission. Il clarifie qu'ils sont venus honorer un ancien pacte avec le grand dieu de la vallée qui réside ici. D'après eux, le dieu de la vallée prend la forme d'un humain. Pour cette raison, ils sont convaincus que Kai est le dieu de la vallée. Porek explique que les Kurus ont vécu paisiblement dans ces bois pendant des générations, adorant les dieux terrestres, mais il y a quelques jours, les cochons les ont attaqués pour prendre leur dieu. Les Kurus sont très faibles, ils n'avaient aucune chance et ont dû fuir leur foyer. Porek s'adresse à Kai, l'appelant un ancien dieu de l'arbitrage, et implore son aide pour reprendre leur patrie. Kai a du mal à comprendre tout cela, mais avant toute chose, il doit comprendre ce qu'est un dieu de l'arbitrage. Porek explique que, selon les légendes, un dieu de l'arbitrage est un être doté du pouvoir de la création pour protéger les créatures de la forêt. Pourtant, Kai reste sceptique, trouvant difficile d'accepter que la légende puisse le désigner. Alors, un des nains prend la parole et dit ne pas croire que Kai soit un dieu de l'arbitrage, car les légendes décrivent un dieu de l'arbitrage comme un guerrier féroce punissant ceux qui troublent la paix de leur terre, et Kai n'a pas l'air féroce du tout. Cependant, Porek est absolument certain que Kai est le dieu de l'arbitrage, il le voit clairement. Il y a des années, Porek a encouru la colère du dieu de la vallée en y entrant sans permission, et en punition, le dieu lui a pris ses 2 yeux. Cependant, en retour, Porek a reçu le pouvoir de percevoir l'énergie spirituelle autour de lui. Et quand il observe Kai, il voit clairement l'essence du dieu de la vallée en lui, insiste T, il preuve indéniable que Kai est béni par sa protection. Non seulement cela, mais ils ont déjà fait un sacrifice, donc Kai n'a pas d'autre choix que de les aider. Kai est confus par la mention d'un sacrifice. Porek explique alors qu'il a sacrifié sa petite fille Arua à la vallée plus tôt. Kai panique et leur demande où ils ont laissé Arua. Ils le mènent à la corde qu'Arua a utilisée pour descendre dans la vallée, mais la corde a cassé il y a un moment, elle est donc probablement tombée à sa perte. Kai saute dans la vallée et découvre le corps d'Arua au fond. Miraculeusement, elle est toujours en vie, mais la grave perte de sang signifie que le temps presse. Se souvenant comment ses propres blessures avaient guéri ici, Kai tente de reproduire le processus par magie. Il se concentre sur l'image de ses blessures se guérissant. En se concentrant, il peut percevoir le tissu même des tissus d'Arua, lui permettant de cibler chaque cellule endommagée. Canalisant sa magie, il s'efforce de restaurer sa chair blessée. Grâce à cette nouvelle compréhension, Kai referme les blessures d'Arua. Kai est sincèrement surpris que cela ait marché. Cependant, Arua aura besoin de temps pour récupérer avant de pouvoir se relever. Pendant ce temps, Kai remarque une perturbation au bord de la vallée et réalise que les orques ont lancé une attaque. Les Koras sont presque impuissants face aux énormes orques, ne pouvant faire grand chose. Mais soudain, Kai apparaît, les sauvant en enfonçant sa lame dans la poitrine d'un orque. Pendant son absence, plusieurs Koras avaient été tués. Le chef orc en est responsable. Le chef orc montre sa crête divine pour effrayer Kai. Pourtant, son couperet reste trempé du sang des Koras massacrés. À cause de cela, Kai refuse de reculer, pas avant d'avoir sa vengeance, et il n'est pas le seul rempli de rage. Alors qu'une voix commence dans sa tête, l'exhortant à massacrer l'orque et à remplir son cœur de terreur avant sa fin, Kai comprend que la voix appartient au dieu de la vallée, et en tant que porteur de gardien, il est prêt à exécuter son commandement. Cependant, avant que Kai ne commence le combat, Porek s'avance et propose de le rejoindre. Il n'est peut être pas aussi fort que Kai, mais en tant que porteur de gardien, il est plus que capable au combat. Il est reconnaissant du renfort. Cela simplifiera grandement les choses. Et pour que les orques comprennent ce qu'ils affrontent, Kai se tourne vers eux et active sa propre crête divine. Les airs suffisants des orques disparaissent, car ils réalisent qu'ils affrontent 2 porteurs de gardiens. Pourtant, leur chef ordonne d'attaquer. Les orques se précipitent, et Kai les abat rapidement tous les deux.
L'un tente d'embusquer Kai distrait, mais Porek s'élance et l'abat pour le protéger. Kai hoche la tête, reconnaissant, bien que Porek admette ne pouvoir gérer que les ennemis plus faibles. Sur ce, il dit à Kai qu'il devra affronter seul le porteur de gardien orc. Kai saisit un coup près et s'approche du dernier orc. L'orc, sentant sa faim, tente de plaider pour la miséricorde. Celui-ci peut parler la langue humaine et dit à Kai qu'il n'y a pas besoin de conflit, car l'orc ne voulait cibler que les Koras. Il affirme n'avoir eu aucune intention d'offenser Kai. Normalement, Kai ne serait pas si furieux. Mais les orcs n'ont pas seulement massacré de nombreux Koras, ils ont commis cette atrocité dans la propre vallée de Kai. Voyant l'énergie divine bleue rayonner de Kai, l'orc plaide pour sa vie, mais Kai n'éprouve aucune pitié. L'orc lance une attaque désespérée pour survivre, mais Kai lui tranche le bras avec sa lame d'énergie et enfonce l'arme dans la poitrine de l'orc pour en extraire sa pierre divine. En voyant cela, Porek est plus convaincu que jamais que Kai est vraiment le dieu de l'arbitrage, la même divinité qui lui a jadis pris les yeux, un dieu qui a protégé le monde depuis avant l'ère des dieux. Pour la première fois, Kai a ôté la vie à un porteur de gardien. Et Porek révèle que consommer sa pierre divine permet d'acquérir les capacités du gardien déchu. Contrairement à une pierre divine ordinaire, celle-ci est bien plus puissante, ce qui devrait donner à Kai une augmentation significative de force. Kai divise la pierre divine en deux, mais avant de boire sa part, il en offre une partie à Porek. Porek demande si Kai est sûr de lui donner une portion, mais Kai insiste que Porek le mérite après l'avoir aidé dans la bataille contre les orques. Après un instant, Porek accepte le cadeau et exprime sa gratitude pour la gentillesse de Kai. Après avoir bu la pierre divine, Porek tombe immédiatement à genoux, pris au dépourvu par la puissance intense du porteur gardien, bien plus forte qu'il ne l'avait imaginé. Au début, Kai semble insensible, mais quelques instants plus tard, il s'effondre au sol de douleur. Les corps se rassemblent rapidement autour de lui, inquiets, lui demandant s'il va bien. Kai les rassure, disant qu'il a juste besoin de temps pour récupérer, puis il redescend dans la vallée, les avertissant de garder leur distance pour l'instant. Pendant que Kai se repose, un cauchemar de son enfance hante son sommeil. Dans ce monde, son premier village a été incendié par une bande de gorilles, ne lui laissant d'autre choix que de s'échapper et de trouver refuge au village de Lag. Au matin, Kai se réveille, surpris de se voir couvert d'une couverture. Mais ce qui le choque encore plus, c'est de découvrir Arua allongée à côté de lui. Il panique et exige de savoir ce qu'Arua est en train de faire là. Alors elle lui dit qu'elle voulait seulement l'empêcher d'attraper froid, c'est pourquoi elle est restée près de lui pour le garder au chaud. Bien que Kai l'ait sauvée, elle lui rappelle qu'elle a été envoyée ici comme offrande, et à cause de cela, elle jure de dédier sa vie à le servir du mieux qu'elle le pourra. Kai répond qu'il n'a pas besoin de servante et la presse de rentrer chez elle, mais Haru insiste qu'elle ne peut pas, selon ce que son grand-père lui a dit. Si elle ne remplit pas son devoir d'offrande, un terrible malheur s'abattra sur eux tous. Elle ne peut donc pas partir. Kai continue d'essayer de la persuader de rentrer chez elle. Mais il remarque alors que le soleil s'est levé, ce qui signifie qu'il doit se dépêcher de retourner au village de Lag avant que quiconque ne découvre son absence. Il escalade rapidement le flanc de la vallée seulement pour être surpris de trouver le reste des corps qui l'attendent toujours. Il s'attendait à ce qu'ils soient partis à présent. Mais comme Porek l'explique, bien qu'il soit reconnaissant que Kai les ait sauvés des orques, ils n'ont nulle part où aller. Leur ancien village étant détruit, ils espéraient que Kai leur permettrait de rester ici et de se consacrer à le servir. Kai ne peut s'empêcher de ressentir de la sympathie pour leur situation, alors il accepte à contre-cœur de les laisser s'installer sur les terres autour de la vallée. Mais il met une chose au clair, il leur est absolument interdit d'entrer dans la vallée elle-même sans sa permission directe. Alors qu'il se prépare à retourner au village, Porek l'arrête, disant qu'il y a quelque chose de crucial qu'il doit partager avant que Kai ne quitte M. Peu de temps après, Kai retourne au village, seulement pour faire face immédiatement à une Jose irritée. Il est en retard pour leur entraînement matinal habituel, et elle n'en est pas contente. Quand elle exige de savoir où il était, Kai ne peut pas vraiment admettre qu'il était dans la vallée. Alors il se contente de la simple excuse d'avoir trop dormi. Peu de temps après, le chef s'approche de quelques amis de Kai et leur demande s'ils ont une idée de l'endroit où il pourrait se trouver. Monzo répond que Kai a été assigné au devoir d'entrepôt aujourd'hui. Il devrait donc être quelque part près du château. Quand Vezin le retrouve enfin, il défie immédiatement Kai en duel. Après avoir entendu parler de la performance impressionnante de Kai en défendant José, Vezin est impatient de témoigner de la force de Kai de première main. Mais il assure à Kai que ce n'est qu'un match d'entraînement amical, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter que quelqu'un soit tué.
Kai se sent soulagé de savoir que ce n'est pas un combat à mort. Mais après ce que Porek lui a dit, il réalise qu'il devra rester prudent. Porek lui a conseillé de garder secret le fait qu'il est un porteur gardien pour le moment. Puisqu'il n'a acquis ce pouvoir que récemment, il est vulnérable et pourrait être facilement ciblé avant d'apprendre à le contrôler pleinement. C'est pourquoi Kai doit s'assurer de garder son emblème divin dissimulé quoi qu'il arrive. Kai sait donc qu'il doit se retenir pendant le combat avec Vezin. Même si Vezin est le plus faible, il est le premier à attaquer, poussant Kai à bondir de côté et à esquiver chaque coup entrant. Cependant, à mesure que la bataille s'intensifie, Kai commence à s'enflammer, faisant apparaître son emblème divin. Il se ressaisit rapidement et parvient à le supprimer, faisant disparaître l'emblème. Mais le duel étant toujours en cours, Kai avance et porte un coup à Vezin avec sa lance. Malheureusement, la durabilité de Vezin est si extrême que lorsque Kai le frappe, la lance se brise en deux, ne laissant à Kai d'autre choix que de se battre à main nue. À son honneur, Kai refuse de reculer, mais cette détermination le conduit à être brutalement repoussé d'un coup de pied. L'impact l'assomme, le laissant haletant et incapable de continuer. Heureusement pour Kai, Vezin semble satisfait de la tournure du combat et n'insiste pas davantage. Il tend une main pour aider Kai à se relever, et ayant pris goût à sa personne, il déclare qu'à partir de demain, il prendra personnellement en charge l'entraînement de Kai. Kai n'est pas vraiment enchanté par l'idée, mais il sait qu'il ne peut pas refuser une offre du chef. Jose est impressionné que Kai ait si bien tenu tête à son père, mais Al ne partage pas le même sentiment, considérant toujours Kai comme rien de plus qu'un simple roturier. Pendant ce temps, José est déjà absorbé par la pensée de leur prochain entraînement ensemble. Une fois Vezin parti, Monzo et le reste des amis de Kai viennent le voir, et après s'être assurés qu'il va bien, ils éclatent de rire puisqu'il a fini par s'entraîner avec Vezin. Avec José le reste qui le tiraille constamment dans toutes les directions, Kai n'a pas eu l'occasion de quitter le village depuis un bon moment, mais ce soir, il a enfin la chance de s'échapper discrètement. Kai retourne dans la vallée, excité à l'idée de revenir, mais il remarque alors une maison et se fâche immédiatement, pensant que les Curors s'y sont installés même après qu'il les ait avertis que la zone était interdite. Mais quand il va enquêter, il découvre que ce n'était qu'Arua. Bien que Kai ait interdit aux Curors d'entrer dans la vallée, Arua n'était en fait jamais partie. De plus, elle s'était préparée pour le retour de Kai, et lui apporte même une assiette de nourriture qu'elle a préparée juste pour lui. Kai était sur le point de lui dire de partir, mais il aperçoit alors la nourriture qu'elle a préparée, et soudain, il n'a plus aucune objection à ce que Roux reste dans la vallée. Roux lui demande s'il apprécie le repas qu'elle a fait, et Kai répond en disant que c'est délicieux. Cependant, au-delà du simple goût, c'est la plus grande portion qu'il ait jamais eu la chance de savourer. Il se surprend presque à souhaiter pouvoir rester ici indéfiniment, car les portions qu'il reçoit au village sont généralement très petites. Le lendemain, Kai est surpris car lorsqu'il se dirige vers le buffet pour récupérer son repas quotidien, on lui remet une portion assez généreuse. La femme explique qu'elle lui donne un supplément parce qu'il a fait beaucoup d'efforts récemment. Kai apprécie la nourriture supplémentaire, mais ses amis deviennent envieux et se demandent pourquoi il est le seul à recevoir un traitement spécial. En réponse, elle leur fait remarquer qu'ils ont paraissé toute la journée, alors s'ils veulent de plus grandes portions, ils devront commencer à travailler plus dur pour cela. Pendant ce temps, de l'autre côté du buffet, Elsa est occupée à servir d'autres villageois, mais elle est tellement distraite à regarder Kai qu'elle finit par empiler beaucoup trop de nourriture dans l'assiette de ce gars. Maintenant, elle doit essayer de le convaincre de rendre la portion supplémentaire. Dans les jours à venir, Kai persiste dans son rituel nocturne de s'échapper du village pour surveiller la vallée. Pendant qu'il est là, il choisit d'aider Haru à construire une maison. Cependant, la terminer en une seule journée est impossible. Il commence donc par abattre un arbre en utilisant sa lame d'énergie. Le lendemain matin, il retourne au village et passe la journée à s'entraîner avec Jose. Puis cette nuit-là, il retourne dans la vallée pour continuer à construire. Il s'habitue à aller et venir sans que personne ne le remarque, et il apprécie vraiment la vie dans les deux villages. Un jour, Kai et ses compagnons sont chargés de déplacer un énorme rocher pour faire de la place à de nouveaux champs. Malgré leurs efforts collectifs, ils sont incapables de le bouger, même légèrement. Remarquant leurs difficultés, Vezin s'avance pour donner un coup de main. Pour l'instant, tout le monde lui dégage le passage. Et Vezin saisit le rocher, le déplaçant de toutes ses forces. Même pour quelqu'un de la force immense de Vezin, un rocher de cette taille n'est pas une tâche facile. Pourtant, après quelques instants d'effort, il parvient enfin à arracher l'énorme roche de la terre et même à la soulever au-dessus de sa tête. L'obstacle étant retiré, la terre est maintenant prête pour l'agriculture, et cette nouvelle étendue de sol fertile signifie que le village de Lag prospérera comme jamais auparavant.
Voyant cela, Vezin ne peut s'empêcher de se sentir satisfait. Observer Vezin dans cet état inspire Kai à s'efforcer de devenir un grand porteur gardien comme lui. Alors cette nuit-là, alors qu'il est dans la vallée, Kai commence à pratiquer ses pouvoirs et essaie de faire fleurir une fleur. Mais quelle que soit l'énergie qu'il y canalise, la fleur refuse de réagir. Bien que Kai soit physiquement fort maintenant, il a encore tant à apprendre avant de pouvoir se considérer véritablement comme un porteur gardien légitime. Le lendemain matin, Kai retourne au village. Et normalement, personne ne se lève aussitôt le matin. Mais aujourd'hui, Kai rencontre Elsa dans les champs de fleurs. Il lui demande pourquoi elle est debout si tôt, et elle explique qu'elle veut juste admirer les fleurs pendant qu'elles sont en pleine floraison. Kai n'avait jamais vraiment remarqué les fleurs auparavant, mais même lui doit reconnaître à quel point elles sont belles. Elsa mentionne que ces fleurs lui rappellent celles de leur village d'enfance, l'endroit où ils ont tous deux grandi. Kai semble perplexe face à son commentaire, alors Elsa continue, expliquant comment, même lorsque leur village brûlait, ils ont quand même fait un effort pour sauver les fleurs. Il faut un instant à Kai, mais il se souvient vite que Elsa venait aussi de son village d'origine. Elsa est contrariée que Kai ne l'ait pas reconnue. Étant donné qu'elle était à ses côtés lorsque leur village a été détruit, Kai commente qu'il était très jeune à l'époque, donc beaucoup de ses souvenirs restent flous. Kai n'a peut-être pas remarqué Elsa, mais elle l'a certainement observé, et elle trouve remarquable qu'il ait réussi à attirer l'attention de Vezin. Pourtant, Kai lui explique qu'il a encore beaucoup à améliorer, car il se considère faible par rapport à Vezin. Il a beaucoup à apprendre s'il espère devenir plus fort, car c'est la seule voie vers sa survie. Elsa se souvient que Kai a prononcé ces mots exacts le jour où leur village a été englouti par les flammes. Mais la mémoire de Kai est encore un peu floue, alors elle commence à raconter ce qui s'est passé. Alors que tous les villageois essayaient de fuir, un gorille les a soudainement pris en embuscade, et comme aucun d'eux n'avait de compétences de combat, ils étaient pratiquement impuissants, et sur le point d'être massacrés. Mais sans hésitation, Kai chargea droit sur le gorille et s'agrippa à sa jambe. Naturellement, Kai était bien trop faible pour infliger de réels dégâts au gorille, mais son courage donna juste assez de temps à Vezin pour apparaître et les sauver. Alors que Kai était soulagé que Vezin ait sauvé tout le monde, il ne pouvait s'empêcher de se sentir frustré par le peu qu'il avait pu apporter. Il fit donc le vœu de faire tout ce qu'il faudrait pour devenir plus fort, mais encore une fois, ce serment n'avait peut-être pas beaucoup de poids étant donné qu'il l'avait complètement oublié. Elsa lui confie qu'il a une signification profonde pour elle. Car ce jour-là, même si cela ne semblait pas être le cas, Kai a sauvé tous les villageois, à ses yeux, il restera à jamais un véritable héros. Pendant ce temps, au plus profond de la forêt, une bataille féroce fait rage entre les gorilles et les orques, le général orque dominant complètement le combat. Même les porteurs gardiens gorilles n'étaient pas de taille face à lui et furent instantanément décapités. Sur ce, les orques déclarèrent victoire sur les gorilles, revendiquant ce territoire comme le leur. Et maintenant, leurs regards sont tournés vers la vallée de Kai. Cependant, à cet instant, Kai reste complètement inconscient du danger qui approche. La vallée reste inchangée, alors Kai retourne au village et le lendemain matin, il est assigné au devoir d'entrepôt. Pendant qu'il travaille, il aperçoit un grain de blé sur le sol et commence à se demander s'il pourrait l'utiliser pour faire des boulettes de riz, puisqu'il a très envie d'en goûter. À ce moment-là, Elsa s'approche de lui, ayant entendu Kai mentionner les boulettes de riz, et elle lui demande s'il peut décrire ce que c'est. Kai n'est pas entièrement sûr de savoir comment l'expliquer, mais il pense qu'elles sont censées être incroyablement délicieuses, même s'il n'en a jamais mangé lui-même. Peu après, Manso entre et réprimande Kai, lui disant d'arrêter de parler à Elsa et de se remettre au travail car il reste encore beaucoup de sacs à déplacer. Kai s'excuse rapidement et reprend le transport des sacs, tandis que Vezin exhorte tout le monde à accélérer et à cacher les sacs de nourriture au sous-sol avant l'arrivée de l'inspecteur. Elle s'approche de Vezin et lui demande si cacher la nourriture à l'inspecteur est vraiment nécessaire, mais Vezin explique qu'avec les réserves de nourriture du village qui diminuent, ne pas en cacher une partie signifierait des rations plus petites pour les villageois. Allah ne semble pas dérangé. Après tout, un peu de faim n'a jamais tué personne, mais Vezin se soucie sincèrement de son peuple et refuse de laisser quiconque souffrir de la faim sous sa direction. Kai et ses amis ne connaissent pas toute l'histoire, mais ils ont entendu dire qu'un inspecteur des plaines centrales est en route et qu'ils doivent cacher une partie de leur nourriture avant qu'ils n'arrivent et ne prennent tout. Ils ont aussi entendu dire que cet inspecteur est un porteur gardien, encore plus fort que Vezin, mais contrairement à Vezin, il n'utilise pas son pouvoir pour quelque chose d'honorable. Quelques heures passent. L'inspecteur arrive, provoquant l'ouverture du portail alors que Vezin s'avance pour le saluer. La première réaction de l'inspecteur est de grommeler sur le nombre de demi-humains présents, expliquant qu'il a été attaqué par un groupe de gorilles en chemin. Il affirme qu'il y en avait une dizaine, mais qu'il a pu les repousser seul.
Donc il va bien. José trouve cela impressionnant. Après tout, il faut une vraie force pour gérer 10 gorilles seuls. Mais quand elle le rencontre enfin, elle est beaucoup moins impressionnée. Gandalf n'est qu'un petit morveux, et son tout premier acte est de rabaisser José, la traitant de femme fragile. Il ne s'arrête pas là, il se moque aussi d'Alla, l'accusant d'être incompétent pour ne pas avoir éliminé les demi-humains de la région. Aucun d'eux n'ose riposter. Quelques instants plus tard, un autre homme franchit la porte du village, incitant Vézin à demander s'il fait partie du groupe de Gandalf. Mais ce n'est pas le cas. L'étranger se présente comme Nada, expliquant qu'il a été dépêché par le monastère de Maz. Il a simplement emprunté le même chemin que Gandalf, c'est pourquoi ils sont arrivés en même temps. Gandalf procède à l'examen de l'entrepôt du village. Et son expression s'assombrit, il n'y a presque pas de grain à l'intérieur. En tant que percepteur d'impôts, il tire une immense satisfaction à presser le moindre centime des petits villages. Alors il se tourne vers Vézin et exige de savoir si cette quantité pitoyable est vraiment tout le grain que le village a économisé. Vézin insiste qu'il ne songerait jamais à cacher une partie de leur récolte et assure à Gandalf que ce qu'il voit est tout ce qu'il possède. Il offre une excuse, affirmant que le temps a été mauvais dernièrement, ce qui a ruiné leur récente récolte. Cependant, Gandalf choisit d'utiliser le temps comme une excuse commode pour rester un moment au village, clairement parce qu'il se sent suspicieux. Vézin n'a d'autre choix que d'accepter la demande de Gandalf. Même si cela signifie essentiellement qu'ils devront payer la note pour toutes les exigences extravagantes de Gandalf, José n'en est pas contente. Mais Vézin lui rappelle qu'ils ne peuvent rien faire, Gandalf est un inspecteur officiel, et s'opposer à lui revient à défier le roi. Plus tard ce jour-là, Kai traverse le village lorsqu'il remarque Nada agenouillé près d'une des tombes, l'entretenant avec soin. Kai le remercie de prendre soin des lieux de sépulture, mais Nada répond simplement que c'est son devoir de moine. Il mentionne ensuite qu'il a entendu les histoires sur Kai, comment il a acquis une force incroyable après avoir consommé une quantité massive de pierres divines. Nada révèle que la même chose lui est arrivée pendant son entraînement au monastère, où il devait manger de grandes quantités de pierres divines, ce qui l'a finalement rendu beaucoup plus fort. Kai montre de l'intérêt et interroge Nada pour savoir si sa force correspond à celle des porteurs gardiens. Nada révèle son emblème divin comme preuve de son pouvoir. Cela laisse Kai encore plus étonné car il n'avait pas réalisé que Nada était un porteur gardien. Cependant, Nada clarifie que ce n'est pas vrai. Bien qu'il possède un emblème divin, il n'a jamais réellement obtenu de protection divine. Kai est surpris, ignorant que l'on pouvait acquérir un emblème divin sans la bénédiction d'un dieu. Mais Nada explique que grâce à un entraînement intense et en atteignant un niveau de force suffisamment élevé, il est possible d'éveiller un emblème divin naturellement. Alors que Kai et Nada poursuivent leur conversation, Gandalf est assis dans le château, devant un festin. Pourtant, il reste insatisfait. Son serviteur s'excuse, expliquant que c'est le meilleur qu'ils puissent préparer étant donné leurs provisions limitées. Cependant, Gandalf rejette leurs préoccupations et insiste pour qu'on lui en donne plus, même si cela signifie que certains villageois auront faim. À cause des exigences égoïstes de Gandalf, les portions pour les villageois ont été drastiquement réduites, les laissant frustrés. Ils aspirent au jour où il retournera à la capitale, afin de reprendre leurs repas normaux, mais ils ne peuvent rien faire pour le faire partir. Pendant ce temps, à côté de la chambre de Vézin, Nada discute avec lui d'une question importante. Un grand groupe d'orques a été repéré, et ce groupe est plus grand que d'habitude, ce qui inquiète Olia, craignant que ce ne soit le début d'une invasion. Il le rassure en disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une invasion à grande échelle, car le groupe n'est pas assez grand pour menacer tout le royaume humain. Mais cela représente toujours un danger majeur. À cause de cela, Nada veut poursuivre les orques. Cependant, il admet ne pas connaître la région, alors il demande si Vézin pourrait lui apporter de l'aide. Vézin comprend la situation et accepte d'organiser l'accompagnement de Nada par quelques personnes pour sa mission de traque des orques. Cette nuit-là, Kai retourne dans la vallée apportant une mauvaise nouvelle car il a été sélectionné pour rejoindre l'escouade aidant Nada à traquer les orques qui rôdent dans la région. Ce qui signifie qu'il ne pourra pas revenir vers elle avant que la mission ne soit terminée. Bien qu'Aru comprenne, elle ne peut s'empêcher de craindre que si Kai part, il ne revienne jamais dans la vallée. Pourtant, Kai la rassure, quoi qu'il arrive, il reviendra. Après tout, en tant que porteur gardien de cette vallée, la protéger est sa responsabilité. Kai sort ensuite de la vallée pour retrouver Porek. Il lui dit qu'il va traquer une bande d'orques qui sont apparus à proximité. Et Porek spécule qu'il pourrait être à la recherche de ceux que Kai a éliminés quelques jours plus tôt. Kai convient que c'est une possibilité, mais il n'est pas trop inquiet. Il est prêt à affronter tout ce que les orques lui réservent. Le lendemain matin, tandis que Gandalf continue de paresser, une escouade est dépêchée pour poursuivre les orques que Nada recherche. Alla et Vézin observent le groupe alors qu'ils partent,
bien qu'Ala estime que ce n'était pas la meilleure décision d'assigner José à cette mission. Dans des circonstances normales, Vezin aurait choisi Ala, mais il doit maintenant s'occuper des gorilles qui auraient attaqué Gandalf lors de son voyage ici. De plus, Kai l'accompagne, et puisque Vezin a foi en lui, il est confiant que José ira bien. À ce moment-là, Elsa sort en courant de la porte, impatiente de donner quelque chose à Kai. Elle a fait de son mieux pour recréer les boulettes de riz que Kai avait mentionnées en utilisant du blé, et elle veut qu'il les goûte. Kai exprime sa gratitude pour ce geste aimable. Et étrangement, le simple fait de regarder les boulettes de riz lui fait penser à sa mère. Même s'il a été orphelin toute sa vie dans ce monde, alors Manso interpelle Kai, l'exhortant à se dépêcher. Kai remercie Elsa une dernière fois et glisse les boules de blé dans sa chemise pour les garder précieusement pour plus tard. Le groupe se met en route et après avoir voyagé un certain temps, il tombe sur une scène absolument horrible, une vision vraiment effroyable. Des dizaines de singes et d'orques morts sont éparpillés absolument partout. Et Nada est convaincu que les orques qu'ils poursuivent ont dû se livrer à un combat acharné avec les gorilles. Cependant, il y a beaucoup plus de cadavres de singes que d'orques, c'est flagrant. Mais il semble bien que les orques aient remporté cette bataille. Mais Kai n'a absolument aucune idée de la raison pour laquelle les orques feraient une chose pareille. C'est incompréhensible. Jose mentionne à Kai qu'il pourrait être à la recherche de la même chose que Nada, car elle a surpris une partie de sa conversation avec Vezin et Ala la nuit précédente, par hasard, bien qu'elle n'ait pas tout saisi. À ce moment précis, Nada s'approche d'eux. Et comme Kai et José sont tous deux extrêmement curieux de la situation, il décide alors de leur expliquer la raison de sa présence. Il révèle qu'il est ici parce que la légende parle d'un dieu puissant, un être divin destiné à émerger dans ces terres. La mission de Nada est donc de localiser ce dieu et sa pierre tombale avant que quiconque ne puisse s'en emparer, c'est crucial. La légende affirme que la race qui parviendra à s'assurer le dieu obtiendra un pouvoir absolument inimaginable, il ne peut donc absolument pas laisser les demi-humains l'atteindre en premier, c'est impensable. Kai questionne alors de quel genre de dieu ils sont en train de parler, ce qui pousse Nada à expliquer que c'est un esprit indompté, lié par la volonté de personne, un être libre. Son pouvoir est absolument incommensurable, et il ne fait aucune distinction entre le bien ou le mal, c'est une force neutre. Pendant que Nada parle, Kai réfléchit aux événements récents survenus dans la vallée, réalisant lentement que le dieu que Nada cherche pourrait en fait être lui-même, mais il ne peut absolument pas leur en parler pour l'instant. Le groupe continue d'avancer, et après un certain temps de marche, il tombe sur un village qui a été complètement détruit, une vision désolante. Kai soupçonne que les orques pourraient être responsables de cette dévastation, et il ne faut pas longtemps avant qu'ils soient absolument convaincus que c'était bien leur œuvre, sans aucun doute. José s'élance rapidement en avant, déterminé à porter assistance à tous les villageois qui auraient pu être attaqués. Nada la met en garde que cela pourrait être extrêmement dangereux là-bas, mais elle insiste avec force qu'elle ne peut absolument pas rester les bras croisés pendant que des gens sont dans le besoin, c'est impensable. Une fois arrivé au village, il découvre avec effroi que beaucoup de maisons ont été détruites, et il y a quelques Uzels morts gisant sur le sol, juste là. Les Uzels sont une espèce naturellement calme et paisible, ils ne sont donc absolument pas hostiles envers les humains, mais quoi que ce soit qui ait fait cela l'était certainement, sans aucun doute. Kai aperçoit une hache d'orque plantée sur l'une des clôtures, donc tout le monde est immédiatement mis en garde, et ils disent à José qu'il devrait absolument partir d'ici avant que d'autres orques n'apparaissent. Pourtant, José croit fermement qu'il y a une chance que certains Uzels aient pu survivre, alors elle refuse catégoriquement de partir tant qu'elle n'a pas fouillé minutieusement tout le village à la recherche du moindre survivant. Nada est d'accord pour qu'ils enquêtent également sur le village, bien que son intérêt principal réside dans l'examen approfondi du dieu terrestre local. Dans cet esprit, Manso instruit Kai d'accompagner Nada pendant que les autres restent derrière pour assurer la protection de José, c'est une priorité. Alors que José et les autres traversent le village, ils discutent de l'étrangeté de cette situation, c'est vraiment bizarre. Le village est complètement vide, pourtant les dégâts aux bâtiments sont étonnamment minimes. Normalement, les orques causeraient beaucoup plus de destruction s'ils devaient attaquer un village comme celui-ci, c'est leur nature. Juste à ce moment-là, José remarque du sang sur le sol et la trace mène directement vers une maison. Elle pense donc qu'il pourrait y avoir un Uzels blessé à l'intérieur, peut être un survivant. Pendant ce temps, Kai et Nada se dirigent vers le sanctuaire du village pour examiner la pierre tombale du dieu local, comme prévu. Comme il fait assez sombre à l'intérieur du sanctuaire, Nada choisit d'utiliser son énergie spirituelle pour produire un peu de feu. Mais Kai le met rapidement en garde de ne pas attirer trop l'attention sur eux, car des orques pourraient être à proximité. Nada trouve étrange le calme de Kai face à une telle démonstration. Comme la plupart des gens seraient absolument choqués de voir quelqu'un conjurer du feu de nulle part, il commence à se demander si Kai a déjà rencontré une technique comme celle-ci auparavant. Mais Kai ne peut pas vraiment admettre qu'il sait lui aussi comment manier le feu, ce serait trop révélateur, alors il dit simplement qu'il en a entendu parler dans une vieille histoire, rien de plus. Pourtant, Nada ne semble pas entièrement convaincu par cette explication. De retour au-dessus du sol, José s'approche de la maison et appelle quiconque pourrait être à l'intérieur, leur assurant qu'elle ne veut absolument aucun mal, qu'ils peuvent lui faire confiance, mais quand elle ouvre la porte, tout ce qui l'accueille est le corps sans vie d'un orque, une vision inattendue. Pendant ce temps, Kai et Nada ont réussi à localiser la pierre tombale du dieu. Nada sort un petit carnet et commence à déchiffrer les inscriptions complexes gravées sur sa surface, avec concentration. Pendant qu'il travaille, Kai fait le tour par l'arrière pour s'assurer que la zone est parfaitement dégagée, seulement pour tomber sur une jeune fille Uzel effondrée sur le sol, inconsciente. Kai et Nada ramènent la jeune fille à la surface,
où il découvre un total de 3 cadavres d'orques gisant à ses côtés, une scène de combat. Remarquant un si petit nombre d'ennemis, Nada conclut que cela n'aurait absolument pas pu être la force principale des orques, c'est évident. À en juger par les vêtements de la femme, il semble qu'elle était autrefois la porteuse gardienne de ce village. Les autres sont pris de court par cette révélation inattendue. Comme les porteuses gardiennes féminines comme José sont plutôt rares, Nada explique que cette porteuse gardienne Yuzel a combattu entièrement seule, avec un courage incroyable. Par nature, les Yuzel sont des êtres physiquement très fragiles. Dans des circonstances normales, ils n'auraient absolument aucune chance contre même un seul orc, c'est impensable. Pourtant, cette femme a réussi à tuer les 3 orques, gagnant ainsi un temps précieux pour que certains de ces gens puissent fuir. Même si cela lui a finalement coûté sa propre vie, un sacrifice héroïque, et savoir que d'autres porteuses gardiennes féminines sont capables d'accomplir de tels exploits incroyables donne à José l'espoir profond qu'elle aussi peut devenir assez forte pour combattre et défendre le village. Avec succès, c'est une motivation. Ensemble, ils organisent de petites funérailles pour honorer les Uzel tombés au combat. Mais il semble que la pierre divine de la porteuse gardienne ait été prise, ce qui signifie probablement que la protection de son dieu terrestre a déjà été transmise à quelqu'un d'autre, c'est une certitude. Abordant le sujet des dieux terrestres, Manso questionne Nada pour savoir s'il a découvert ce qu'il cherchait dans le sanctuaire en dessous. Cependant, la divinité présente n'était pas du tout celle prophétisée. Avec seulement 2 routes possibles partant du champ de bataille des orques et des singés, la présence de seulement 3 orques le long de ce chemin suggère fortement que la majorité de leur force a dû prendre l'autre chemin, c'est logique. Kai jette un coup d'œil rapide à la carte et reconnaît instantanément que la route que Nada a mentionnée se dirige directement vers sa propre vallée. Sans la moindre hésitation, il propose de se précipiter en avant pour aller enquêter personnellement. Il est absolument hors de question qu'il puisse permettre aux orques de pénétrer dans sa maison, son foyer. Nada trouve son comportement étrange, mais il accepte de le laisser partir. Sur ce, Kai s'élance à toute vitesse, sans un regard en arrière. De retour dans la vallée, Porek et les Corrères viennent de recevoir des nouvelles absolument alarmantes. Une bande d'orques est en train d'avancer droit vers leur maison, leur foyer, réalisant qu'ils sont totalement sans défense, sans Kai. Porek ordonne à Ketchak de rassembler autant de villageois que possible et de se mettre à l'abri immédiatement. Pendant ce temps, il se prépare à affronter les orques seuls, sans aide. Il sait que les chances sont absolument désespérées. Mais, en tant que leur porteur gardien, il refuse de rester les bras croisés pendant que son peuple est massacré. Son seul espoir est de gagner du temps, un temps précieux, priant de tout son cœur pour que Kai arrive avant qu'il ne soit trop tard. Regardez cette prochaine vidéo à l'écran et abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer la suite de cette incroyable aventure.